Je continue à la page 18 du chapitre 14. Je suis toujours dans la section qui, dans votre version, porte le nom pression absolue, mais dernièrement, j'ai rajouté et relative parce que je m'apercevais qu'on parlait toujours des deux là, dans cette section-là. Continue donc avec l'exemple 12 qui se lit comme suit. Les plongeurs qui font de la plongée sous-marine préviennent les problèmes dus aux variations anormales de pression. Donc des problèmes tels que les barotraumatismes, les vertiges, la toxicité des gaz, les problèmes de décompression, en effectuant entre autres leur remontée par palier. La plupart ont déjà entendu parler de ça. Expliquer ce qui en est. Drôle de question. Donc, pour expliquer, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, ou je devrais dire recalculer, parce qu'on l'a déjà calculé dans une page précédente, mais c'est quand même un calcul important, je veux qu'on le refasse. Combien de mètres d'eau que je dois descendre pour que ma pression augmente de 1 atmosphère, augmente de 101,3 kPa. Je ne parle pas nécessairement de la surface de l'eau, ça veut dire que je peux être déjà à un certain niveau en plongée. Combien de mètres d'eau je devrais descendre de plus pour que ma pression augmente de 1 atmosphère. Donc, la donnée qui est connue, c'est ma différence de pression. Je l'appelle delta P, là, parce que je ne pars pas nécessairement de la surface. Donc, une différence de pression de 1 atmosphère que je veux avoir, de 101,3 kPa. Dans un autre système d'unité, souvent, on va parler que ça correspond à 1 bar. Ben, tout ça, là, c'est combien de mètres d'eau là, pour avoir une différence de pression de ce type-là. Okay. Donc, la situation, c'est que j'ai de l'eau. Donc, je cherche combien de mètres d'eau. Donc, je vais chercher une hauteur d'eau. Je n'ai pas nécessairement commencé à la surface, puis je ne me rends pas au fond. Là, je suis entre les deux. Donc, je veux savoir là, combien de mètres d'eau que ça prend pour que j'ai une augmentation de pression. Donc, l'autre chose que je vais illustrer, c'est ma pression qui augmente. Donc, ça, c'est ma pression qui augmente. Donc, quelle hauteur d'eau que ça prend pour que cette augmentation-là de pression corresponde à 1 atmosphère. Donc, ma cote ici, qui est la hauteur d'eau, je pourrais également écrire que c'est la cote du delta P si on veut. Puis évidemment, je suis dans de l'eau, donc mon matériel en gris, c'est un fluide, c'est de l'eau. Donc, j'ai illustré au moins quelque chose qui représente la problématique que je veux résoudre. Je vais prendre, c'est créé par un fluide, donc je vais prendre la formule de la pression hydrostatique. Pression hydrostatique, c'est ρg fois H. Donc, ça, c'est ma loi de physique. Je l'adapte à ce problème-là. Dans le fond, ma pression hydrostatique, on a déjà vu que c'était de la pression relative. Et ça va correspondre aussi à mon delta P dans mon problème. Le ρ, c'est le ρ de l'eau. Le g, c'est connu. Et le h, c'est ma hauteur d'eau. Donc, je serais prêt à isoler la hauteur d'eau. Donc, si j'isole hauteur d'eau, ça va être égal à delta P. Puis ces deux choses-là vont venir diviser en bas ici. Donc, delta P divisé par ρ de l'eau fois G. Je mets les chiffres. Évidemment, j'écris 101 325. Le ρ de l'eau, le 9,8. On met ça dans une calculatrice. Puis, on arrive encore à notre 10 mètres. Je crois qu'exactement, je pense que c'est 10,4 mètres. Chiffre important, pour ça qu'on l'aurait calculé une deuxième fois. Là, si on voudrait faire des petites anecdotes historiques, Aristote a été engagé longtemps pour essayer de battre ce 10,4 mètres d'eau-là pour faire monter de l'eau par gravité, si on veut, par succion, plus haut que 10,4 mètres. Ce qui est impossible en soi, ça prend une pompe. Mais Aristote, il essayait de battre ce 10 mètres d'eau-là, on va le voir tout à l'heure, puis il n'était pas capable. Donc, dans le expliquer, ce qui est plus intéressant, puis surtout pour vous autres, des gens en EHST, les effets de la décompression, les pourquoi de la décompression. Là. Donc, ce serait pertinent pour vous autres de lire ce paragraphe qui est ici. On passe maintenant à l'exemple 13 à la même page, qui se lit comme suit. Durant sa chute, les tympans d'un parachutiste claquent chaque fois que la pression dans l'oreille interne redevient égale à la pression externe. Je fais confiance à celui qui a rédigé la phrase, je n'ai jamais fait de parachute. Supposons qu'il n'en soit pas ainsi. Quelle serait la direction et la valeur nette de la force exercée sur un tympan de 0,5 cm² causée par une variation d'altitude de 1 km? Bon, ça c'est le rééquilibrage des pressions à l'intérieur de l'oreille. On vit ça même des fois juste en traversant la réserve phonique des Laurentides. Donc on nous demande là, de vérifier qu'est-ce qui arriverait s'il n'y aurait pas ce genre de rééquilibrage-là.
pour une chute de 1 km dans l'air. Qu'est-ce qui arriverait à nos tympans qui ont typiquement 0,5 cm² de surface? Donc, je relis le problème. On cherche une force, la force qui serait exercée sur les tympans. Donc, c'est une grandeur physique en newton qu'on utilise comme symbole, F majuscule. Exercée sur un tympan de 0,5 cm². Donc là, j'ai un R, symbole A majuscule. J'ai rajouté du tympan, mais ce n'est pas strictement nécessaire. 0,5 cm² qu'on me donne comme valeur. Je m'attends, si j'utilise des formules de physique, à devoir utiliser les unités fondamentales. Donc, je vais faire une conversion pour mettre des mètres au lieu de des centimètres. Donc, je mets mètres en haut, centimètres en bas, le 1 sur 100. Mais caché en arrière, je n'oublie pas le petit carré qu'il y a. C'est 1 sur 100 au carré parce qu'on est tous au carré. Donc, dans le fond, c'est ma valeur de 4 zéros. Donc, fois 10 à la moins 4 mètres carrés. Différentes façons d'écrire la même chose. Dernière donnée, une variation d'altitude de 1 km. Donc, c'est l'hauteur. Je rajoute que c'est de l'air pour s'en rappeler. Donc, une hauteur d'air de 1000 mètres. Donc, je vais chercher une force. Quelque part, je vais avoir un vecteur force. J'ai l'aire du tympan. Donc, je vais me dessiner une aire, donc une surface. J'essaie d'illustrer en 3 dimensions. Et ça, c'est mon aire de tympan. Donc, quelle est la force qui s'exerce sur la petite membrane à l'intérieur de l'oreille? Compte tenu qu'on a une hauteur d'air de telle chose, donc on a eu une chute, je suis parti d'en haut, je suis rendu ici, c'est ma hauteur d'air, le tympan est rendu à cet endroit-là, puis quelle force qui s'exerce liée à cette descente-là. Bon, évidemment, j'ai un problème de pression, la pression augmente, l'air c'est un fluide, donc encore une fois, je vais dessiner les petites flèches pour montrer que la pression augmente, et je fais le problème rendu en bas, donc la pression à cet endroit-là. Donc j'ai plusieurs flèches de pression qui vont devenir le vecteur force qui s'exerce sur le tympan. Donc, encore une fois, même je suis dans la section sur des pressions absolues, quand je regarde ce que j'ai, je cherche une force. Donc, la formule qui peut me faire apparaître une force, c'est la définition de la pression. C'est que la pression est égale à la force divisée par l'air. Donc, je viens de faire apparaître mon point d'interrogation. Donc, si j'isole ma force dans cette équation-là, ça va être pression fois l'air. Je disais que j'étais dans la section pression hydrostatique. C'est justement le P, comment je vais le calculer, mais c'est à l'aide de la formule des pressions hydrostatiques fois le A. La formule des pressions hydrostatiques, c'est ρg fois H fois le A. Donc, je vais prendre le ρ de l'air fois la hauteur d'air. Donc, je vais aller fouiller dans les annexes pour trouver le ρ de l'air, qui est 1,2 fois le 9,8 fois la hauteur d'air fois l'air qu'on avait. Puis, je vais obtenir ma réponse finale en newton. Je suis à la page 19 du chapitre 14, donc maintenant dans la section 7, où on va introduire la notion de vide ou la notion de vacuum. À l'aide d'une pompe, on peut enlever l'air dans un volume bien hermétique. Donc on peut enlever le volume dans un contenant. Fermé, évidemment, bien fermé. La pression à l'intérieur du volume baissera donc. À la limite, si aucune molécule d'air n'est présente, la pression à l'intérieur sera nulle. C'est le vide total, soit une pression absolue égale à 0. C'est le maximum qu'on peut aller en termes de pression absolue. Il y a absence de matériel dans le contenant. Évidemment, le vide total est très difficile à obtenir. On crée très souvent des vides partiels, on s'approche du vide, soit une pression qui est entre 0 et 101,3 kPa. Donc, par définition, la pression, ce qu'on appelle une pression de vide, ça va être justement, on va se comparer encore une fois à la pression atmosphérique, on va faire la pression atmosphérique moins la pression absolue que j'ai réussi à obtenir. Je vous donne immédiatement un exemple de ça. Par exemple, si on abaisse la pression absolue d'un contenant pour que ce contenant soit maintenant à 57,3 kPa, on dira que l'on a un vacuum de 44 kPa. Okay? Donc, à l'intérieur du contenant, la pression est 57,3. Pourtant, on dit qu'on a une pression de vacuum de 44. C'est-à-dire que j'ai fait ma pression atmosphérique moins ma pression absolue, la pression réelle à l'intérieur du contenant. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la pression de vide, 44 kPa. Par définition, on va également dire, vous l'ajouterez au bout, que la pression de vacuum, c'est l'inverse de la pression relative. Donc là, il y a comme plusieurs termes là-dedans. Pression de vacuum, pression atmosphérique, pression absolue et pression relative. Évidemment, je ne retiens pas tout ça par cœur.
Je me réfère toujours à un document quand j'en ai besoin. Le document de référence, c'est le résumé. On va retrouver ces choses-là dans le résumé, dans le document résumé des notes de cours. Pour le chapitre 14, à la 2e page, au milieu de la page, je vais retrouver ces genres de choses-là. Donc, soit premièrement, qu'on parle de pression absolue, pression relative plus P0 ou P atmosphère, ou encore, je parle plus de pression relative, c'est la même équation, c'est rien que les termes ont été changés de place, donc cette fois-ci, je vais isoler le P relatif, ça va faire pression absolue moins P atmosphère. Okay? Et vous avez la pression de vacuum, ce que je viens de vous dire comme définition, qu'on dit que c'est moins la pression relative, c'est moins ce terme-là, donc tu inverses tes termes. Fait que vous regarderez, mais tout l'ensemble de ces équations-là peuvent être retrouvées au besoin dans le résumé pour être sûr qu'on respecte les définitions. Donc, je reviens à ma problématique. Au lieu de calculer la pression de vacuum, j'aurais pu vous demander de calculer la pression relative. Donc, je vais voir dans le résumé pour être sûr de comment c'est bien défini. C'est pression absolue moins pression atmosphérique. Donc, si je le calcule, je vais faire ma pression absolue, dans le problème, il disait que c'est 57,3 moins 101. Je vais arriver à un chiffre de négatif. Donc, c'est ce qui était écrit en haut, qu'il y a une inversion entre la pression de vacuum et la pression relative. Vous n'avez peut-être pas de place exactement pour écrire tout ça dans le même ordre que moi. C'est des explications supplémentaires que j'ai faites avec certains étudiants. Donc, vous pouvez toujours les faire dans le bas de la page. Il y avait quand même beaucoup d'espace. Bon, le vide, une de ses plus grandes utilités, évidemment, c'est de faire monter du liquide dans une paille. Donc, on sert du vacuum, du vide, pour boire à la paille ou encore pour faire monter l'eau aux étages supérieurs. Évidemment, quand j'aspire dans une paille, je crée un vide à l'intérieur de la paille. Puis l'eau va monter pour combler ce vide-là, pour équilibrer les pressions, si on veut. Évidemment, l'eau ne peut pas monter. Je ne peux pas créer un vide plus grand que le vide, plus grand que ma pression absolue que 0 quand j'aspire. Donc, ça nous ramène encore à notre 10,4 mètres qu'on a calculé tout à l'heure. Okay? Si je veux faire monter plus haut que 10,4 mètres pour de l'eau, je vais être obligé d'employer une pompe qui va pousser l'eau. Ce ne sera plus le vide qui l'aspire, c'est quelque chose qui pousse. On pourrait se demander quelle est la pression relative ou la pression de vide lorsque j'aspire quelque chose. Ma pression relative, par définition, c'est ma pression absolue moins pression atmosphérique. Donc, la plus grosse aspiration que je peux faire, c'est de créer le vide parfait de 0, moins la pression atmosphérique. Donc, la plus grosse pression relative que je peux créer, c'est moins 101,3 kPa. Donc, je réécris ici que ma pression relative, c'est moins 101,3 kPa. Si je vous demande quelle est la pression de vacuum, c'est juste d'enlever le signe. On a un vide de 101,3 kPa. Dans le fond, j'ai le même chiffre. Okay? Et ce chiffre-là, c'est ça qui va faire monter le liquide, si on veut, parce que la pression du liquide dans une colonne, ça crée une pression hydrostatique ρGH. Donc, il va avoir une certaine hauteur pour que le ρ et GH viennent combler le vide qu'on a créé. Donc, la pression hydrostatique qui va exister dans la colonne qui est montée dans la paille, va être égale à ce 101,3-là. Donc là, je vais le mettre en Pascal, 101 300, va être égal à ρGH, ce qui nous permettra encore de calculer le H de l'eau, qu'on tombera encore sur le 10,34 mètres maximum. Mais c'est vraiment ça qui nous permet de faire monter du liquide dans une paille. Prendre note que le bas de la page, dans le fond, c'est la suite de l'exemple à la 12 à la page précédente. Fait que quand vous avez lu tout à l'heure la suite de l'exemple 12 sur la décompression, j'avais oublié de l'annoncer, mais vous auriez pu continuer à lire ici concernant les barotraumatismes.